Lundi 10 août 2026 à Yaoundé au Cameroun. C'est toujours avec un réel plaisir qu'on prend la parole ici et qu'on a la ferme conviction qu'on est suivi 5 sur 5 de l'autre côté. Nous vous garantissons encore toute une semaine en information. Oui, nous vous promettons également une autre manière de faire la télé. De toutes les façons au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est lundi, il s'agit de lundi politique et parce que nous parlerons de politique, une problématique nous intéressera ce matin. Y a-t-il un profil indiqué pour devenir chef d'État? Pour être chef d'État, y a-t-il un profil approprié? C'est la problématique de ce matin dans le cadre justement de votre programme. Vous aurez également tout à l'heure votre dénonciation, sans oublier la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On ne le dira jamais assez, votre fidélité continuera à nous honorer. Appelez-moi Perfecto si vous en avez convenance. Madame Ekwan, bonjour. Bonjour, parfait. Permets-moi, avant toute chose, de déférer à un rituel que j'aime bien. Ce rituel, c'est de saluer avec beaucoup de déférence une idée, une vision, un homme, le PDG de ce groupe. Je n'ai pas son numéro personnel, c'est pour cela que je profite toujours de mes passages sur ce plateau pour lui dire toute ma reconnaissance pour cette idée qui nous permet justement de discuter, d'échanger et même de faire de belles rencontres. Tout à fait. Sur ce plateau, je voudrais saluer mes co-discutants. Et toi-même, parfait, permets-moi de te tutoyer parce que tu es mon fils, tu es... Il n'y a aucun problème. Tout pour moi. Donc, je te salue et surtout, je ne voudrais pas te saluer parce que tu es sur ce plateau. Je voudrais te saluer pour l'émission d'hier que j'ai très bien suivie. Je te salue à cause de la conduite. Une émission n'a de valeur que par la personne qui conduit cette émission. Donc, les questions, les remontées, les relances, vraiment, ça a été un régal pour moi. Alors, merci parfait de nous apprendre, parce que moi, j'apprends tous les jours à travers tes émissions. Et c'est pour cela que je suis honorée que tu m'invites toujours sur ton plateau. Merci beaucoup. Merci, Madame Ekwan, pour ce qui est de la modération. Je continuerai toujours à travailler. Et maintenant, vous avez posé un autre problème. Vous n'avez pas le numéro de mon président directeur général, que j'appelle affectueusement mon très grand frère. Je sais qu'il ne peut pas vous le refuser. Et donc, à mon vision, après cette émission, je vous le passe inbox. J'ai pas suivi le Congo, ça. Non. Oh, ça, c'est un offre. Je vais le prendre avec beaucoup de gentillesse. Merci, Madame Ekouane, pour votre culture générale. Entre autres casquettes, elle est syndicaliste. J'accueille une autre dame sur ce plateau. Elle soutient les idéaux du RDPC. Oui, je l'appelle affectueusement aussi la plus belle femme du RDPC. Fadima Toumine Chebongono, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce matin encore, une fois de plus. Je l'avais dit et je l'aurais dit, Info TV, ça devient un rendez-vous inconditionnel pour tous les citoyens camerounais. Si je ne m'abuse, je dirais, pour être raisonnable, la majorité des citoyens camerounais. Parce que dites-vous, quand les gens n'ont pas l'occasion de vous suivre en direct, ils suivent la rediff. La preuve, moi j'étais sur un plateau hier. Le soir, j'ai suivi la rediff à Info TV. Et parce que nous disons, la télé également, c'est l'éducation, c'est l'instruction. C'est pas toujours des punchlines, c'est pas toujours des insultes, non. C'est pas accabler l'autre, c'est la pédagogie. Et c'est toujours une bonne chose de suivre Info TV. Et je ne vais pas dire, je ne suis pas arraché le mot à la dame, parce que la modération aussi fait partie de l'émission, parce que lorsque vous suivez une émission, et ça va dans tous les sens, le modérateur ne maîtrise pas son plateau, alors le reflet c'est des zappés. Et quand on parvient à suivre 2 heures, 3 heures sans zapper, ça veut dire que c'est waouh, tout y est. Bon, et à côté il y a les techniciens. Et le PDG, il sait tout le bien que je pense de lui.
sait tout le bien que je pense de lui, il sait tout le bien que je pense de tout ce qui est fait pour que Info TV soit cette télé-là qui monte. Et qui monte encore. Qui monte encore et qui montera toujours. Parce que dites-vous, tant qu'il y aura la vie, il y aura toujours assez d'espace pour monter. Donc, et vous avez dit, je porte les idéaux du RDPC. J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit à quelqu'un, je le dis à qui veut le savoir. Chez nous, le RDPC, c'est la deuxième religion. Et le pape, c'est Paul Biya. Et certains, pour nous narguer ou bien pour nous insulter, disent « Ah, c'est des intégristes du RDPC. » Oui, nous sommes des intégristes. Parce que tant qu'il n'y a pas de discipline, tant qu'il n'y a pas la croyance en quelque chose, tant qu'il n'y a pas la fidélité en quelque chose, il n'y aura jamais de vie. Parce donc que le RDPC est comme une église. Je dis pour moi, dans ma famille, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent peuvent vous le dire, ceux qui connaissent dans ma famille peuvent vous le dire. Vous êtes des églisiens. Nous sommes les églisiens du RDPC. Parce que si vous arrivez Je fais partie de la chorale. Oh là là, je chante merveilleusement bien. Si vous arrivez chez moi à Fumbote, où j'étais ce week-end, et où j'étais malheureusement très déçu, parce que les routes, ça laisse à désirer. Les routes communales, parce que quand on parle des routes, on voit Paul Biya. Les routes communales, quand je parle des routes communales, c'est parce que nous avons fait un séjour de 7 ans à la mairie. Au moins, la moindre des choses que le maire faisait, c'est d'arranger les routes communales avec le peu qu'ils reçoivent du municipal pour accompagner. En même temps, l'éclairage. Il y a un moment, je me vantais ici, j'ai dit, vous arrivez à Fumbote, c'est comme si on était à Yaoundé parce que c'est éclairé partout. Dommage que la maintenance n'est pas faite. Tous les lampadaires qui avaient été installés lors du passage du RDPC à la mairie de Fumbote sont... Et là, moi, je me suis dit peut-être à Fumban où quelqu'un a voulu être président de la République, peut-être là-bas c'est mieux. Alors là, c'est l'entrée de la ville qui m'a surpris. Encore des pics de fête. C'est pas des pics, c'est des réalités. Ceux qui me suivent à Fumban, ceux qui me suivent un peu partout, ils le savent. Tu arrives à la gare routière, j'ai dit, ben, quelqu'un veut diriger le Cameroun. On nous avait promis Fumban joli. Mais c'est pas ça. Il ne faut pas seulement demander des comptes à Paul Biya, mais il faut demander des comptes aussi localement à ceux à qui vous avez attaquez à Madame Lomette au Maïno Ndamjoya. Ah bon? Oui. Bon, il se trouve que si c'était bien fait... J'espère que vous êtes préparé. Oh là là, il y a longtemps, on n'apprend pas à un singe à faire des grimaces. Un vieux singe. Le défi est lancé. Donc, je vous rappelle que Madame le maire de Fumban manipule très bien ses talons. Si le défi doit être lancé, c'est d'apporter le vivre bien aux populations qui vous ont fait confiance. Et je ne dirais pas comme l'autre que j'ai ceinture noire, 4 dents. Vous attaquez d'autres personnes encore. Non. Là, c'est pourri. Puisque vous me parlez de talons, moi, je ne veux pas me servir de mes talons. J'ai ceinture noire. Ah bon. Bon, merci Fadia. Disons pour l'émission Libre Expression, ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis un certain temps, nous allons à 3h30. Vraiment. 3h30. Il faut le faire. On ne voit et pas quand le temps j'ai passer. dit que l'émission doit s'arrêter, les gens ont l'impression que non, ça n'a fait que 60 minutes. Exactement. J'ai dit non, c'est terminé. Ça fait à 3h30 que nous sommes là. Les gens disent non, j'avais une dernière chose encore à dire. Il paraît que, surtout en télévision, c'est épuisant. Ouais, regarder un programme pendant 3h30 de sans temps. s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ouais. Venez me voir. C'est sûr. Bernard Orona, bonjour. Bonjour mon très cher parfait, bonjour à ton panel, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce lundi matin. Merci une fois de plus pour cette autre invitation. Parfait, ici ce matin, je vais vous présenter un cliché qui fait peur dans la ville de Yaoundé. Il y a encore quoi? Yaoundé, depuis un mois environ, il y a des immondices gargantuesques qui surplombent deux parties de la capitale, les arrondissements de Yaoundé 6e et de Yaoundé 3. En fait, pour comprendre le problème, il se passe que le 29 août 2025, il y a presque un an, la communauté urbaine de Yaoundé, dont monsieur le super-maire, et certains démembrements du gouvernement ont signé un contrat avec une société qui s'appelle Ticlof, chargée donc de ramasser les ordures dans la partie de Yaoundé 6 et de Yaoundé 3. Et depuis un an... C'est eux qui ont des gros camions bleus. Couleur bleue. Ouais. Donc la société est chapeautée par madame l'avocate internationale, qui donc est PDG de cette société. Et cette société, l'État leur a promis 3,5 milliards par exercice.
par exercice. Et donc, depuis le début de cette année, l'État a dégagé simplement 400 millions de francs à cette société qui emploie 406 personnes. Incroyable. Donc, cette société emploie 406 personnes qui travaillent. Et donc, vous voyez des camions et des engins qui montent et descendent au quotidien, nuit et jour, pour ramasser, pour faire la propreté dans les arrondissements de Yaoundé 6e et Yaoundé 3. L'État n'arrive donc pas à payer ses factures à cette société et nous sommes bloqués, paralysés. Est-ce que l'État fait également parfois dans la Fémania? À Yaoundé 6 et à Yaoundé 3, parfois ici, l'air est invivable, C'est vrai. insupportable. Les routes sont barrées. Les ordures barrent les routes au niveau de Tam-Tam Weekend, de Victor Hugo, de Simbok, etc., à Obuboro. C'est surréaliste, c'est inimaginable parfois ici. Vous voyez, les Lions qui ont joué hier, qui se sont qualifiés difficilement, bravo déjà, ont quand même reçu un demi-milliard. Chacune aura 26 millions de primes de participation pour la Coupe d'Afrique. Donc, je veux dire qu'il y a un peu d'argent dans ce pays pour la santé des populations, parfois ici. Alors, au collège Fleming, à Maison Blanche, où habitent des ministres, comme René Sadi, de la communication, une pluie dont s'est abattue la semaine dernière a pris ces ordures-là, envoyé ça dans les maisons des riverains qui entourent ces immondices. Je vous assure que c'est une catastrophe environnementale. Surtout sur le plan sanitaire. C'est inimaginable. Donc, l'État du Cameroun doit de l'argent à Tiklof. Parce que les charges incompressibles, là, je vous dis qu'on devait payer les employés, là, ils sont 406. On devait les payer le 6 août. Nous sommes aujourd'hui le 10. Et l'État n'arrive plus à honorer ses engagements. Le directeur du projet, il s'appelle Ateba, Rodrigue Michel, il a donc saisi monsieur le super-maire en date du 5 août pour lui dire, monsieur le super-maire, vraiment saisissez la présidence, saisissez Madame Courtès, saisissez le Premier ministre pour que quelque chose soit fait pour sauver les populations de ces deux parties. On sait que Madame Courtès, habituellement, elle réagit de manière prompte. Hein. Quand ça ne marche pas, elle donne un coup de pied sur la porte. Et la porte s'ouvre. Je pense qu'elle va faire ce qu'il faut parce qu'au niveau de la présidence, il y a un problème d'arbitrage là-bas et l'administration est lente. Les histoires de la présidence sont compliquées dans ce pays. C'est compliqué. Dès que tu entends présidence maintenant, ça devient tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et donc, je voulais le dire ce matin, c'est un plaidoyer. Et il faut sauver la société. Il faut sauver Tiklof, il faut payer l'argent à cette entreprise. Et en sauvant cette société, nous sauvons la santé de la population. Des millions de Camerounais qui suffoquent dans cet environnement totalement nauséabond où il est invivable de respirer dans ces conditions. Donc je voulais vraiment le dire ce matin et interpeller les autorités qui ont en charge ce dossier. Monsieur le super-maire a été saisi régulièrement le 5 août. Vraiment qu'il fasse quelque chose. Cette société demande au minimum un versement partiel des 3 milliards qui restent à payer. Très bien. Le message est passé. Cyril Tchamba, bonjour. Bonjour Papa, ici, bonjour à tous les copanélistes et aux nombreux téléspectateurs. Comment tu vas? Ça va bien. Le week-end, il a été? Oui, ça va, calmement à la maison, à regarder quelques séries. Mais j'aimerais... oui. Ah, d'accord. J'aimerais quand même renchérir sur ce que l'aîné a dit concernant les sociétés de salubrité publique, parce qu'il faut élargir. La difficulté que vit Tiklof est une difficulté que vivent toutes ces entreprises-là du secteur. Or, oui, Isacam aussi. À Douala, il y a aussi Genelcam. Donc, il nous a dit il y a 2 ans qu'il y avait eu des assises de la salubrité et de la propriété, notamment parce qu'on voulait déjà régler ce problème de paiement de factures. Et il faut rappeler qu'il y a un droit d'assise qui a été mis en place par le Premier ministre pour justement collecter l'argent qui est dévolu à ces entreprises-là. Donc je crois que l'argent existe. Il faut pouvoir respecter cette affectation et que ces entreprises puissent avoir accès à cet argent-là. Donc vraiment, c'est un problème de secteur. C'est-à-dire que tout le secteur est paralysé. Les difficultés de Tiklof sont les mêmes chez Isacam, chez Zenelcam, chez presque tous les acteurs du secteur de la filière. Donc, et ce n'est pas normal parce que
c'est un domaine où la santé publique est véritablement engagée. Hein. Que ce soit au niveau des maladies hydriques, que ce soit la prolifération de toute la peste, et même jusqu'au choléra, parce que quand on parle des problèmes au niveau de Kribi avec ces maladies qui reviennent, ce sont des maladies de la propriété de la salubrité. Il faut pouvoir s'en saisir, et je crois que la dénonciation, en fait, l'aîné on a dit quelque chose qui est important. Ce n'est pas une position politique, c'est une position dans cette santé publique. Oui, c'est important. C'est pour ça que je dis ça, qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une attaque, mais c'est un plaidoyer réel sur une situation sociale qui devient quand même extrêmement grave, notamment pour une capitale comme le cas de Yaoundé, qui est quand même la capitale politique, et puis une des villes fleurons de notre pays. Et vraiment, il faut s'y pencher. Et ce domaine d'activité est véritablement important pour le pays. Merci, hein, Cyril. Lui nous accompagne tous les matins, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir, il faut le dire ainsi, d'être là, présent ce matin sur ce plateau. Je salue de l'opportunité pour... de même, adresser mes salutations à ceux qui vont nous accompagner, toi et moi, tout au long de ce programme, à nos dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, à la grande rédaction de notre média, à tous les personnels d'appui, les technico-artistiques et le top management. Mais parfait, je ne sais pas trop de quoi on se plaint, les amis, l'État est debout, hein, l'ordre règne. Et vous voyez, même dans la salubrité, il y a de l'ordre. Avançons. Oh, Alain Douk. Faut de temps en temps être sérieux. Merci, hein. Nous disons merci infiniment à tous ces nombreux téléspectateurs à travers le monde, hein, qui nous font confiance. Ils sont du côté de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie et que sais-je encore. Sans vous, nous valons zéro. De toutes les façons, 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Viviane Andrea, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Ça Merci. va? Ça va très bien. Tu es sûr? Ça va, super. Le week-end, il a été Plutôt reposant. reposant. Ouais, je ne suis pas sortie, je me suis reposée. D'accord. De toutes les façons, Viviane est là, c'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Viviane, que disent les journaux? Effectivement, parfait. Ici, les journaux ce matin nous proposent encore de belles actualités. On va ouvrir avec le journal La Météo, le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mveng qui parle ce matin d'eau et d'alimentation, précisément en eau potable. On va dire que le journal titre donc alimentation en eau potable, 8,5 milliards transférés à 121 communes en 2026. Eh bien, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, l'a rappelé le 7 août du côté de Batchenga, dans le département de la Léquié, à l'occasion de la 15e édition de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, en présence notamment du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, et du directeur général de la Camwatal, Dr Blaise Moussa. Le gouvernement affirme ainsi sa volonté de renforcer l'accès des populations à l'eau potable à travers les collectivités territoriales. Et dans la même actualité institutionnelle, Info Matin, le journal suivant, toujours au directeur de publication Dieudonné Mveng, s'intéresse au Hajj 2027. Le journal titre les agences de voyage passent au scanner, dans un arrêté signé le 6 août 2026 du ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji, également président de la commission nationale du Hajj, fixe de nouvelles conditions et modalités pour l'obtention de l'agrément permettant d'encadrer les pèlerins musulmans. Et nous restons dans le registre politique avec la nouvelle. Le quotidien met donc en avant la mobilisation du parti au pouvoir dans la partie septentrionale du pays, avec le titre Nord, la flamme du RDPC ravivée. Et la suite, c'est avec les nouvelles du pays, justement, du pays qui reviennent justement en effet sur la situation politique dans la Sanaga maritime. Son titre est donc sans équivoque. Jean-Ernest Massenangale Bibe sonne la mobilisation générale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le 9 août, à la maison du parti des DEA, le patron départemental du RDPC a rappelé les militants à se mobiliser en vue des prochaines élections municipales et législatives. Il vise une victoire écrasante et invite les militants à taire leur division, à investir le terrain et surtout à renforcer la présence du parti auprès des populations. Une mobilisation politique est également développée par la République. Le journal parle d'un pacte de victoire RDPC en Sanaga maritime. Le président dimanche une réunion de restitution et de cadrage à EDEA. Le ministre Jean-Ernest Massenangale Bibehe a donc insisté sur la discipline, la cohésion et l'organisation sur le terrain. Il appelle notamment au bannissement du nombrilisme et à la rupture avec l'amateurisme, tout en relayant les orientations stratégiques du président national du RDPC, Paul Biya. Après la politique, place à une question d'envergure internationale avec le journal Le Messager. Le journal met à l'honneur Sylvie Jacqueline Ndokmo dans un entretien intitulé « La longue marche vers la paix ». Fraîchement réélue à la tête de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, elle appelle à une plus grande mobilisation des femmes dans la recherche de la paix dans un contexte international marqué par de nombreux conflits. Sur un tout autre registre, Cameroun Tribune, que gère Marie-Claire Nana, s'intéresse au secteur de la presse. Le quotidien consacre un dossier à la viabilisation des entreprises de presse en marge d'une session de la commission d'attribution de l'aide publique à la presse privée. Le ministre de la Communication, René-Manuel Sadi, a appelé à la réorganisation du secteur, à son adaptation aux mutations technologiques, à la formation justement des journalistes et à la mise à niveau des ressources humaines. Le ministre insiste également sur le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Et justement, parlant de difficultés économiques, on passe à mutation qui s'intéresse au secteur bancaire. Le journal titre « Banque calvaire au guichet ». Depuis la fin du mois de juillet, plusieurs usagers rencontrent des difficultés à percevoir leur argent après le dépôt de chèques. Certains doivent attendre entre 5 jours et une semaine en raison de problèmes de compensation. Mutation pointe du doigt ce matin le nouveau système de télécompensation de la BEAC, Systac 2, qui s'est toutefois mis en cause et a appelé à s'expliquer sur ces dysfonctionnements-là.
Et de son côté, l'avenir se projette sur les infrastructures routières. Le journal annonce donc le lancement officiel des travaux de la route Ngaoundéré-Garoua, longue de 242 km. Cette infrastructure doit contribuer à améliorer la circulation et les échanges dans le Grand Nord. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganundju Messi, effectue une visite de travail du 9 au 12 août dans les régions du Nord et de la Damawa afin de procéder au lancement des travaux et d'évaluer la mobilisation des entreprises. Le coût global du projet est donc estimé à près de 223 milliards de francs CFA financés conjointement par l'État du Cameroun et la Banque africaine de développement. Et nous restons dans le Grand Nord avec l'œil du Sahel qui revient sur la situation sécuritaire et annonce donc un bilan lourd à Kanguéléry, avec 8 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram. Il faut dire qu'une nouvelle attaque qui va rappeler la persistance des menaces sécuritaires dans la région de l'extrême nord. Et sur le terrain économique émergence va donc tirer la sonnette d'alarme. Le titre, Cameroun, l'absence de Paul Biya fait trembler les marchés. Il évoque les inquiétudes des investisseurs dans le contexte marqué dans une dette importante, des recettes en baisse et une trésorerie sous pression. Ces préoccupations interviennent donc alors que le Cameroun prépare son budget pour 2027 et qui s'annonce particulièrement contraint. Une actualité autour du chef de l'État que le Zénith aborde également sous un autre angle. Le journal va donc justement faire sa une sur les fuites d'informations autour du chef de l'État avec ce titre, Paul Biya entouré de perroquets. Le quotidien critique la course à la publication d'informations présentées comme confidentielles autour du président de la République. Il estime que cette situation donne le sentiment que la confidentialité des affaires de l'État est plus en plus exposée publiquement. Et nous changeons de registre avec le Pélican qui revient donc sur la mémoire de la catastrophe des ECA. Le titre de ce journal, Catastrophe des ECA, le devoir de mémoire sanctuarisé. Une convention de collaboration a été signée au Musée national de Yaoundé entre le ministère des Arts et de la Culture et la commune des ECA. L'objectif est notamment d'assurer la protection et la valorisation de la stèle dédiée aux victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA du 21 octobre 2016. Et au-delà de la conservation du souvenir, ce lieu doit devenir un espace d'éducation citoyenne, de transmission de leur histoire et de promotion du tourisme mémoriel. La Nouvelle Expression, pour sa part, consacre sa grande une au rachat de Chococam. Le journal titre Rachat de Chococam. Les employés sur le pied de guerre, les travailleurs justement dénoncent l'opacité qui entourait la cession de la participation majoritaire détenue par le groupe sud-africain Tiger Brands dans la chocolaterie confiserie camerounaise. Ils craignent également une remise en cause de leurs acquis sociaux dans le cadre de la reprise annoncée par le fonds d'investissement Mikama Capital soutenu par la BGFI Bond. Et vous pouvez lire également à droite tout simplement une autre actualité. La Nouvelle Expression s'interroge sur la mémoire des personnes mortes dans des circonstances controversées et pose la question: comment éviter de célébrer les bandits? Et enfin, nous terminons cette revue de la presse avec le journal Climat Social. Le Climat Social qui met en avant le mérite et l'engagement à travers un dossier consacré à des personnalités présentées comme les acteurs de la construction et du développement du Cameroun. Parmi elles figurent notamment Paul Biya, Chantal Biya, Meigne Ondo, Pierre-François Xavier, Victoire Magne Lajoie, Kia épouse Fotso, Alex Kolo, Andang, Joseph Ngor, Bako Aruna, Dieudonné Mveng Bala, Blaise Moussa, Narcisse Mouelé Kombi, Joseph Betty à Somon, Moukouri Jean-Charles et Etouké Mouelé Auguste. À travers ces différents parcours, le journal met en avant les valeurs de mérite, de discipline, de persévérance et de travail, tout en présentant ces personnalités comme des sources d'inspiration pour la jeunesse camerounaise. Et voilà, tout pour la revue de la presse de ce lundi matin. Merci encore de m'avoir accueilli. Merci pour cette revue. Nous nous disons tout simplement à très prochainement. À très prochainement, parfait. 10h, 11h52. Restez en direct.
retour sur ce plateau. On va repasser la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin parfait, nous allons dénoncer cette espèce de comportement véreux, de malhonnêteté dans la corporation des garagistes dans ce pays. Des garagistes. Vous venez avec votre véhicule qui a juste une petite panne de rien du tout. Parfois, c'est une pièce tout à fait banale, là, simplement qu'il faut changer, qui ne coûte même pas grand-chose. Mais en la remplaçant, on la remplace même par une pièce encore plus désuète, qui va tenir juste quelques temps. Et on vous crée même une panne, parce qu'il faut créer cette espèce de dépendance et d'accoutumance aux garagistes. Tu dois être là tout le temps pour venir gérer les pannes. Et tant que tu viens, bien sûr, ça fait des entrées pour le garagiste. Pis encore, dans le phénomène de vol de voitures, ils sont souvent complices pour certains. On ramène des véhicules chez eux, c'est là-bas où on va désosser le véhicule pour avoir les pièces qu'on va vendre par-ci, par-là, où on refait totalement la peinture, etc. On rebichonne la voiture, etc. pour que pendant les recherches, on ne puisse pas facilement se retrouver, identifier le véhicule en question. Et les garagistes participent dans cette mafia. Il faut dénoncer cela et c'est ce que je tenais à faire ce matin. Merci. Cyril Tchamba, votre commentaire. Parfois ici, nous sommes des victimes. C'est-à-dire que la dénonciation d'Alain Douk ce matin est une dénonciation que nous partageons presque tous parce que moi je dis même c'est comme la sorcellerie. C'est-à-dire vous allez dans un garage, ça m'est arrivé récemment pour un petit problème de bougie, vous avez prévu 10 000, le gars vous commence à vous parler d'une histoire de 50 000, mais ce qui me frappe c'est qu'aujourd'hui ils sont même vendeurs de pièces. C'est-à-dire on vous dit c'est la panne telle, lui il connaît le prix de la pièce. Et surtout, on vous complique tellement l'explication que vous ne pouvez même pas vous aller acheter la pièce. Et quand vous êtes têtu, vous allez acheter la pièce, ça ne va plus jamais marcher. Dès qu'il m'a dit non, ce n'est pas la bonne pièce, c'est la fausse pièce. Donc vraiment, je ne sais pas, c'est une dénonciation et c'est une interpellation auprès de ces jeunes-là. Vous leur dites que avoir un véhicule, c'est déjà quelque chose de bien, mais c'est aussi une charge. Et quand vous décidez d'alourdir comme ça, les charges auprès des gens, c'est très compliqué. Pourtant, on utilise ces véhicules pour aller travailler. C'est aussi une nécessité pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est quelque chose de très grave. Moi, je ne sais même pas. Je dis, il n'y a pas plus tard que quelques jours, là, j'ai été victime. Et la voiture ne fonctionne toujours pas parce que ce matin, en arrivant ici, on se rendait compte que pour monter les collines, ça traînait. Ça veut dire que même la réparation qui a été faite, il faut repartir là-bas. Sans compter qu'il va vous perdre une journée. Donc, vraiment, c'est une interpellation. Et puis, je ne sais pas, ils sont tellement malhonnêtes que quand ils ont fini de vous gâter la voiture, ils disparaissent dans la nature. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Et une fois qu'ils sentent que vous allez vous énerver, vous n'avez plus à le joindre, ils ne viennent plus pour suivre la prestation. C'est tout ce que je peux dire. C'est un problème. Je pense que bon nombre de téléspectateurs seront comme nous, des grosses victimes et je ne sais pas quoi faire parce qu'en plus c'est des Camerounais qui sont censés chercher la vie et à qui on donne le véhicule pour essayer aussi d'apporter parce que derrière c'est aussi un peu aider un Camerounais à travailler, mais on a l'impression que c'est devenu un repère de bandits, quoi. Madame Ekwan, il y a même d'autres situations où vous avez apporté votre véhicule qui roulait, mais qui avait certes une petite situation. Une semaine plus tard, alors que le monsieur vous a dit que le véhicule sera prêt dans 2 jours, vous repartez pour retirer calmement votre véhicule, il ne démarre même plus. Et ça commence à être compliqué. Quel est le regard que vous posez sur l'attitude des mécaniciens véreux? Je t'assure, parfait, c'est le regard d'une victime. Je suis revenue. Décidément, tout le monde est victime. Oui, samedi, je suis allée, M. Ekwan et moi, enterrer notre neveu. Et pour faire Yaoundé-Lolodorf, il fallait envoyer la voiture au garage, révision. Naturellement, pour réviser un peu. Mais il y avait juste des petits trucs à régler, je ne sais pas. Ça, c'est Rien d'important. Oui, rien d'important, en fait. On voulait juste voir si on pouvait arriver à Lolodorf et revenir. Et le matin de samedi, la voiture, justement, n'arrivait plus à démarrer.
Et quand elle a pu démarrer, subitement pour monter les colis, j'ai dit à M. Ekwan, ça, on n'arrivera jamais à Lolodorf avec ça. Comment une voiture qui sort du garage a plus de problèmes? Et je vous assure que on n'avait pas payé pour une petite révision, on était au-delà de 100 000. Pour juste un petit truc à réviser. Il a appelé son garagiste, d'abord qui n'a pas pris, et on a dû se débrouiller. Il savait déjà pourquoi on l'appelait. Voilà, donc pour dire, le côté véreux, le côté, c'est-à-dire comme s'ils n'avaient pas l'obligation de résultat. Ils deviennent maintenant comme des gens qui n'ont plus d'obligation de résultat, alors que la voiture, vous êtes dans une voiture, c'est votre vie. C'est la vie. Et vous allez remarquer quelque chose parfait, et vraiment la dénonciation d'Alain est pertinente. Il y a déjà plus de voitures malades que des personnes malades dans les hôpitaux. Vraiment, remarquez ça. À chaque bout de rue, il y a un garage. Non seulement l'emplacement ou l'infrastructure pour dire que c'est un garage, ce n'est pas approprié. Les voitures sont le long de la rue, des carrosseries, vraiment des voitures, parce que les voitures sont devenues plus malades que les êtres humains que nous sommes. Et pourquoi? Parce que les médecins, qui sont les garagistes, sont devenus plus véreux, plus, on ne sait pas, de mauvaise foi. Donc vraiment, la dénonciation de ce matin interpelle les garagistes pour dire que vous avez la vie des familles entre les mains. Parce que quand tu entres dans un véhicule, tu laisses ta famille et un accident est vite arrivé parce qu'un garagiste n'a pas fait son travail. Il y en a même, tu vas au garage, et monsieur Ekwan l'a eu plusieurs fois, il va au garage, ils finissent de soit réviser, soit faire quoi. Ils oublient, il y a... les écrous. Oui, Au niveau des... voilà. J'en ai été victime. Voilà. Il ne sert pas bien les écrous. écrous. Il ne sert pas bien les écrous, il ne sait pas tout ce qui... Mais dès que vous démarrez, boum. La roue saute. Je vous assure que les garagistes, on peut dire qu'ils sont devenus les premiers tueurs. Parce que quand vous faites les accidents de la rue, c'est que la voiture n'a pas été bien révisée, c'est qu'il y a eu une panne qui aurait pu être évitée et un accident est vite arrivé. Donc, de toutes les manières, Alain, c'est la dénonciation d'Alain, c'est pour sauver des vies. Et nous interpellons vraiment les garagistes pour dire que vous avez des vies, des familles entre les mains. Faites votre travail avec beaucoup plus de sérieux. Fatima Tou, j'en ai été victime pour cette affaire d'écrous qui n'ont pas été serrés ou alors légèrement serrés. Ou, vraiment, Dieu est grand. Dieu merci, c'était sur une route secondaire. Je roule et je suis derrière le volant, je vois plutôt comment ma roue, la voiture est devant moi. La roue de ma voiture est devant moi. Non mais rien. Imaginez. Parce que tu es vivant. Imaginez que c'est à l'axe lourd. Imaginez que c'est votre véhicule qui venait. Vous perdez la tête, vous perdez votre sang-froid. Il y a un autre phénomène. C'est-à-dire vous allez au garage. Prenons la panne des bougies, qui est l'une des pannes les plus minables au niveau du véhicule. Il faut juste changer. C'est-à-dire que 10 000, on change 2 ou 3 bougies, ainsi de suite. Mais à un moment donné, tu ne sais même pas quel genre de bougie le gars t'a mis dans la voiture. D'abord, il te les vend plus cher. C'est-à-dire que pour des bougies qui doivent revenir à 10 000, il te dit, bon, c'est 20 000. Il n'y a même pas un problème. Tu prends 20 000, tu donnes. Lorsque tu reviens prendre ta voiture, parce que certains ont cette affaire-là, il peut même changer les bougies. Lui-même te crée une panne dans la voiture. Peut-être il va maintenant au niveau de l'embrayage, il déconnecte un ou deux, allez. Et il sait que tu vas revenir. Et il te taxe encore cela. Mais pourquoi certains mécaniciens fonctionnent de cette manière? Quand vous parlez des mécaniciens, bon, je souris parce que tout le monde... C'est un blessé de guerre. Parmi nous, tout le monde est blessé de guerre dans cette histoire-là parce que vraiment, j'en ai subi. Les femmes, alors, c'est grave. À un moment donné, je me demandais que c'est mon front qui pose problème parce que toutes les pièces sont chères. Il
il dépanne aujourd'hui, après 3 jours, tu as le même problème, tu le rappelles. Parfois même avec un peu plus d'intensité. Alors, moi, j'ai appris à écouter la voiture. Ouais. Parce que quand j'ai un problème, je te dis, moi j'ai tel problème. Et ça coûte ceci. Parce que ça coûte ceci, pourquoi? Parce que les mécaniciens sont également en connexion avec les vendeurs de pièces. Bien sûr. Et si tu as le malheur d'aller acheter ta pièce toi-même, c'est d'abord le vendeur de pièces qui va d'abord te frapper. Tu arrives, le mécanicien te dit que ce n'est pas la bonne pièce. La solution que moi, personnellement, j'ai adaptée, c'est être fidèle à une seule personne. Donc, tu dois t'arranger à me faire rouler la voiture. S'il y a les problèmes, si je paye aujourd'hui, demain, il te dit que ne paye plus. C'était la même panne. Donc, si tu as fait comment, tu as fait comment. Parce qu'à un moment donné, si tu as le malheur de t'arrêter, d'aller de garage en garage, tu finiras par vendre ton véhicule parce qu'il sera inutilisable. Et ils ne sont pas seuls. Et c'est lui qui va te chercher le preneur. Hein. Mais il y a un autre qui, un jour, il m'avait tellement dérangé. Après, je reçois un message. Bonjour la mère, vous vendez votre voiture. Qui entend ça? Il lui demande que vous avez vu à vendre ou bien... Et ça, c'est qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait passé le temps à me dire, voilà, il faut vendre, c'est mieux de vendre, c'est mieux de machin, c'est mieux de... Quand je me retire, je me connecte à quelqu'un d'autre, je laisse le message tombe là. Je dis, mais vous me prenez pour une malade. Ouais, j'ai un cerveau. Oui, parce que vous croyez plus intelligent que tout le monde. Et quand ils ont un langage là parfait, si vous ne nous donnez pas, qui va alors nous donner? Ah bon? Parce qu'ils estiment que vous en avez. Peut-être parce que vous passez à la télé. Vous êtes la cacaoyère. Quand vous passez à la télé, peut-être quand je viens ici, vous me donnez de l'argent. Ou bien vous, quand vous m'abordez là, on vous donne l'argent. Non, c'est pas sérieux. Ils ne sont pas les seuls, hein, parce que ce soit les plombiers. Moi, j'ai une affaire des techniciens. Les techniciens en général. J'ai appris à faire la plomberie. Une fois, j'ai eu un souci dans ma cuisine. J'appelle le monsieur, il me dit 15 000. Je vais dans un supermarché là, au niveau de Fundi, je me balade, je vois les pièces. Parfait, la pièce coûtait 900 francs. La pièce a monté. Oui, sérieux. Je vous assure, ça coûtait 900 francs. Lui, vous avez pas de 15 000. 15 000. Il paye d'avance. Donc, tu devais de lui donner 15 000, il achète la pièce. Quand il dépend, tu le payes encore. La main-d'œuvre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les vis là. Je commence à regarder le numéro. J'ai dit à mon fils que bon, il faut qu'on démonte. On est allé là-bas. J'ai acheté le truc pour la clé. C'était 2200. Je vous assure, j'ai ma clé à la maison et j'ai monté la pièce de 900 francs moi-même. Alors qu'on devait débourser au bas mot 20 000 francs. 20 000 francs. Donc, à un moment donné, je comprends pourquoi certaines personnes sont polyvalentes. On dirait que c'est l'affaire des Blancs. Ce n'est pas l'affaire des Blancs. Quand on est pauvre comme nous autres là, on apprend à se débrouiller soi-même. Quand j'ai un problème, même un problème d'électricité, moi-même, je change mes ampoules, monsieur, parfait. Je prends l'escabeau, je monte, je change mes ampoules. Je n'ai pas besoin forcément d'appeler quelqu'un qui va commencer à conjuguer. Et parfois même, tu as même un monsieur qui vient changer des ampoules là. Quand lui, il entre, il regarde comment la maison... J'ai pris un autre qui est venu m'endommager tout le système. Oh Seigneur. Oui, tout le système, on l'appelait, il disait que s'il travaille à Néo, il est électricien, il est machin. Je vous assure, pour dépanner, je vois, il fait des choses, je dis, mais vous devez au moins tester pour savoir. Il dit que non, il cherche le compteur. Le compteur, voilà les disjoncteurs partout. Il y a vous pouvez annuler ici pour que la lumière, le courant ne passe plus par là. C'est toi qui commences la seule chose que je voulais, c'est qu'il me fasse au moins briller une ampoule et me fout le camp. Et il a détruit tout le système. Il faut que je refasse le système électrique. Donc les techniciens en général, et moi ce que je leur dis, parce qu'il faut le dire, on dénonce, mais il faut le leur dire. Quand vous avez fait ça à 10 personnes, c'est des 10 clients que vous chassez. Pareil pour les... Monsieur Parfait, si vous donnez votre habit, quelqu'un vous donne un rendez-vous. Ouf, les tailleurs. Et vous donnez un rendez-vous dans 5 jours. Là, c'est notre père. Vous partez bagarrer, vous récupérez, vous allez encore retourner là-bas. Moi, je leur dis, sincèrement, moi, personnellement, moi, je leur dis, je n'aime pas donner mes choses en famille parce que moi, je ne pourrais pas vous faire les problèmes. Moi, je donne mes choses aux gens que je peux poursuivre. Donc, prenez la peine d'être rigoureux avec vous-même et rigoureux avec ces gens-là qui doivent vous rendre service parce que vous ne vous rendez pas service pour rien, vous payez. Et parce que vous avez payé pour un service, ils doivent comprendre que s'ils ont l'habitude de le faire, quand vous avez frappé une fois,
chaque fois qu'ils verront une voiture, ils auront peur que on va encore m'amener là où on m'avait amené la dernière fois. Merci. Bernard Rona, il y a également une race de mécaniciens. Nous en parlons parce que nous sommes tellement habitués. Je les côtoie depuis près de 20 ans. Ils ne disent jamais que pour ce cas ou bien pour cette marque de véhicule, je n'ai pas l'expertise. Voilà. Il y a des mécaniciens, ils réparent tout. Et si tu emmènes même un avion, il va dire qu'il peut réparer. Ouais, parce qu'il sait qu'il aura un peu de gain. Alors, j'amène une voiture, c'était la Freelander, qui avait encore son moteur d'origine. Je lui dis, est-ce que tu peux? Il me dit, non, non, je peux. Et Seigneur, il fallait changer le doseur. On arrive quand même à trouver le doseur. On a vu des choses. Hein. Non, il dit qu'il peut dépanner en 2 jours. J'ai dit, d'accord. 2 jours, même pas dit, je ne lui mets pas la pression. Au 4e jour, lui ne m'appelle même pas. Hein. Bon, au 4e jour, donc je l'appelle. Que bon, moi j'étais sûr qu'il me dit que ta voiture est arrangée depuis, viens l'enlever puisqu'elle me bouffe même bien l'espace. Et il me dit non, bon, il est encore en train de finaliser quoi là, ce sera prêt demain. Nous sommes au 5e jour. Demain, je l'appelle. Il me dit non, j'arrive au garage. J'arrive. J'ai dit bon, essaie un peu de démarrer. Bernard, alors le gars là a dit qu'il démarrait, j'étais au premier fuir. La voiture a décollé. Ma voiture a donné un de ces bruits. Peut-être c'est soit c'était une tronçonneuse. Maintenant on apprenait la parole. Oui, parfait, c'est vraiment une situation assez. Ça fait rire. Mais déjà, parfait, les Camerounais sont essentiellement, foncièrement malhonnêtes. Ah oui. Ah oui. Nous sommes un peuple de malhonnêtes. C'est dangereux. Alors, les techniciens sont, comme nous sommes déjà malhonnêtes, nous les Camerounais. Alors, quand vous arrivez chez les techniciens, ça devient plus compliqué encore. Parce qu'ils sont encore, je ne sais pas comment on peut les décrire, mais ils ne sont pas faciles en tout cas, les techniciens. Les garagistes, pour faire dans la dénonciation d'Alain Duc de ce matin, honnêtement, l'idéal, c'est d'être fidèle à un technicien, à un mécanicien. Parce qu'au moins, quand vous avez un mécanicien que vous maîtrisez, qui vous maîtrise, vous comprenez, il y a une complicité. Vous avez beaucoup de chances de ne pas vous faire entourlouper régulièrement. Il ne vous vole pas beaucoup. Même s'il a le cœur un peu quand il vous frappe. Il met un peu le cœur. C'est déjà une ancienne victime. C'est un assaut. Donc nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, il y a une complicité. Il met un peu la pédale douce. Les autres, c'est vraiment dur. Ils ont la matière. Ils vous frappent. Donc vous avez dans ce cas-là, il y a dans des garages des spécialistes, comment il parlait de dessoussement des voitures là, il y a la briqueterie. Ouais. Votre voiture entre là-bas à 20h, à 6h du matin, elle ressort par des sacs. Par des sacs. Votre voiture entre ça à la briqueterie à 20h, à 6h du matin, vous la croisez dans les sacs. Vous voyez les gars qui mettent votre voiture dans les sacs, ça a été dessoussé la nuit. Ils savent là où ils vont déposer les pièces à revendre. Oui, en Bogada par exemple. Donc c'est quelque chose de très sérieux parce que dans les garages, on recrute déjà des vrais bandits, des véritables bandits qui, une fois vous laissez... Il leur manque seulement des revolvers. En réalité, comment ça se passe? Vous laissez votre voiture, il y a d'autres garages, ils multiplient d'abord votre clé. Voilà. Ils multiplient votre clé. Oui. À partir de cet instant, quand vous allez laisser même votre voiture, il est libre de changer la pièce qu'il veut, d'enlever la pièce qu'il veut dans votre voiture que lui peut aller revendre. Tout à fait. Parce qu'il ne prend pas la clé seulement pour vendre la voiture. C'est-à-dire qu'il pourra ouvrir votre voiture, prendre la pièce qu'il désire et la placer chez un vendeur. Et te met en faute. Il te fait même quelque chose là qui va t'amener à revenir le voir au garage. Puisque c'était une mauvaise pièce qu'il a mise là. Et donc, du coup, vous avez affaire à des gens dangereux parce que Mme Ekwan parlait de la sécurité. Parce qu'au-delà de ce petit business de voyous, de véreux, de bandits, il y a la sécurité de l'automobiliste. Quand vous croyez que vous sortez du garage avec un véhicule qu'on a retouché, vous portez votre famille, par exemple, pour voyager. Imaginez que vous êtes allé arranger votre système de freinage. Voilà. Et le gars te met des faux trucs. Il met des faux trucs. Et donc voilà qui prend l'axe. Tu prends l'axe et voilà le problème. Alors, et tu es avec toute ta famille. Tu es avec ta femme et tes enfants dans la voiture. Le gars n'arrive pas à bien serrer les écrous.
et voilà la roue qui te double, et voilà sur le carreau là, nous on va dire, mais en fait, le gars, on a déjà tué la roue, mais tu es famille, dans sa négligence, dans sa quête d'argent, etc. Donc, en réalité, c'est une dénonciation quand même qui nous interpelle, parce que les petits métiers là, c'est bien, parce que les gars se débrouillent, les gars s'occupent, il y a le chômage, mais quand même il faut dire que c'est aussi un endroit où on trouve beaucoup de bandits, beaucoup de méchants qui, vraiment, trop de malhonnêtes qui n'arrivent pas à apporter des réponses même concrètes aux personnes qui vont là-bas. Non, d'abord Cyril, hein. Je voulais juste le doigt depuis quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Je voulais juste dire quelque chose. Fadi Mathieu a dit un truc qui est très important. Il ne faut pas le... Elle a dit quelque chose dans son propos qu'ils disent que vous avez. Et donc, ça m'a parlé parce que je vis ça. Tout à l'heure, je suis en train de m'énerver dans mon quartier parce que j'ai donné un petit travail à un gars pour faire quelques bricoles. Il a pris l'argent, il a abandonné le travail. Quand je demande à son ami, et vous voyez, en réalité, c'est comme une forme d'arrache. C'est-à-dire qu'on estime que vous avez, nous on n'a pas. Donc, c'est deux pays qui se parlent. Ils se vengent d'une certaine manière en prenant ce que vous avez. Et je vais vous assurer que même quand vous avez un accrochage dans la rue avec un bensikineur, on prend le côté du bensikineur. On vous dit, mais donnez-lui le pauvre. Et je pense que c'est un fait socio-politique qu'il faut regarder. Ce n'est pas seulement une affaire de pied, c'est qu'ils estiment que vous êtes parmi les gens qui ont. Le Cameroun d'en haut, et ils sont d'en bas, ils ont une solidarité. Donc c'est nous qui avons pillé la République. Entre guillemets. On va prendre un peu chez nous. Si possible, prendre tout. Et on pille la République en venant parler ici tous les matins. Non, ils estiment, non pas, c'est pas nous sur le plateau, ils estiment que si vous avez les moyens de construire une maison, vous avez une voiture, vous pouvez, ils estiment que vous êtes donc parmi les ceux-là, eux. Et ils estiment que quand ils arrachent chez vous, je vous dis, regardez même leur souris. Quand vous avez dans un garage, on vous a frappé, vous vous plaignez. Personne autour ne prend votre parti. Ils s'organisent pour que vous ayez tort et que vous ne sachiez jamais exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a quelque part un fait sociologique à ne pas louper dans cette dénonciation-là. Oui, il faut dire en quelques secondes. Ce que je voulais dire pour les techniciens, quand je vous ai dit, j'étais dans mon village, j'ai eu des soucis. J'étais en panne, j'étais en route, je venais de Koptamo. Il y a un monsieur qui me dit, ok, je vais vous amener, vous allez prendre un mécanicien. Je vous amène chez mon mécanicien parce que lui, au moins, il ne vole pas beaucoup. Il va vous voler, mais il ne vole pas beaucoup. Il vole quand même. C'est connu. Celui-là, au moins, il travaille, il va faire un bon travail et il va pas aussi beaucoup voler. Donc, bon, c'est vrai que le jeune garçon en question, il m'a satisfait, il m'a fait le travail. Là, je volais un peu. Bon, peut-être qu'il m'a aussi volé un peu, mais c'était... Donc, c'est pour que vous compreniez au moins la psychologie, même nous autres. La solution, sincèrement, c'est de se fidéliser. Parce que là où je vous parle, là, il y a mon mécanicien qui me regarde. Quand c'est chaud, moi, il lui dit que n'est pas l'argent, tu dépannes. Tu dépannes, il va aller chercher l'argent avec quoi? Parfois, il dit la mère, je dis non, debout-toi, je sais que tu peux. Il le fait. Mais quand vous allez de garage en garage, victime, je suis blessé de guerre, donc je ne suis même plus dans vos choses-là. Alain, d'où que nous parlons, nous rions, mais c'est un phénomène social très grave et surtout au niveau où la vie des individus est en danger. Aïe, aïe, aïe. Comment on peut s'amuser à jouer avec à engager le pronostic vital des gens. C'est grave. C'est vrai qu'on connaît tout ça, tout ce que vous avez dit, mais à réécouter ça encore ce matin, c'est décapant. Hein? Et je constate que vraiment, sociologiquement parlant, Cyril, tout le monde est son petit mécanicien à un certain niveau ici dans ce pays. Donc, est-ce que c'est vraiment la lutte des classes, machin, truc? Je dis tout le monde fait son petit mécanicien à un certain niveau. Donc, c'est un problème dans la psyché des Camerounais. C'est la psyché des voleurs, comme vous avez dit. Hein? On est prêt à tout pour l'extorsion. Il faut prendre ce qui ne vous revient pas. On utilise des artifices, on s'en fout. Hein. C'est-à-dire, on pèse le tout dans la balance. S'il va faire un accident par la suite, c'est pas mon problème. Si j'ai eu les 500 000 de prestations, c'est ça le plus important. Le reste, ça ne compte pas. Vous voyez le cynisme, la malveillance, la cruauté, la méchanceté, c'est à foison dans ce pays. C'est comme ça. On s'est déshumanisé. Parce que vraiment,
On le disait, c'était dans une précédente émission ici avec Parfait, je l'ai un peu épinglé là-dessus pour dire, mais ouvrez le cerveau de chaque Camerounais et faites de la cartographie. J'ai dit, tout ce que vous allez voir, c'est billets de banque, ce n'est que ça qui les conduit. Il respire ça. Non, même en dormant, comment il rêve, ce n'est que ça. Ils vivent dans cette bulle-là. Donc, finalement, quand vous êtes déjà à un tel niveau où c'est la consécration de la matérialité, mais les amis, il n'y a pas de conséquences. Plus vous vous rapprochez philosophiquement, logiquement, de ce genre de considération, plus vous vous rapprochez de cela, vous vous éloignez donc des normes. Ça ne peut pas se faire en même temps, la plupart des temps, tel que je suis en train de voir. Plus vous êtes dans le culte de l'argent, ce que je vais gagner, le gain, machin, plus on s'éloigne des valeurs. Et vous voyez donc à quoi ressemble finalement la société. C'est un désastre. Personne n'arrive plus à faire son travail sérieusement et à tenir le langage de la vérité. Parfait, non, ta pièce, ça c'est... Non, c'est rien du tout, c'est une petite panne, ne t'inquiète pas. C'est juste 10 000 là. Bon, voilà ma main de... Comment? Les gens, même là, moi je ne sais même pas s'ils ont encore les pannes de 10 000. Ah non, c'est comme s'il n'y a plus les pannes de 10 000 dans mon garage. Le gars, comment tu vas partir 15 000, 20 000 en montant? Il a mon courage, il dit que non, vraiment, grand frère, ça va faire 62 000. Hein? Oui, 80 000, 100 000. Je suis venu changer le nécessaire d'embrayage. Tu m'as parlé de 60 000, c'est le nécessaire d'embrayage de l'avion. Je comprends. Mais Alain dit quelque chose. Monte, parce que tu es en train de monter. Ok. Bon, alors, parfait. Oui. C'est pour ça que quand tu l'as produit dans un livre, pour leur dire que les amis, parce que je suis allé là chez le grand Kiek, il m'a invité à aller parler du livre. Il y a quand même un auditeur qui est intervenu et qui a dit, ce gars c'est un visionnaire. Je vous dis que si on continue sur cette lancée, il ne restera rien. Je dis rien de notre humanité. Si on va se manger, et c'est déjà le cas. On se mange. Ok, voilà, nous lisons rapidement quelques messages, tout en martelant auprès de nos téléspectateurs que dans le cadre de mes émissions, les gens n'appellent pas. Vous allez appeler jusqu'à demain matin, personne ne va prendre. C'est de manière exceptionnelle. C'est moi qui vous appelle. Et vous pouvez intervenir en direct. Et vous devez être quelqu'un de connu, à l'expertise avérée. Voilà. Tu ne peux pas que tu manges ton bongo chobi quand il y a Bassi Adoua, tu appelles, on te prend en direct. Non, ce n'est pas possible. Vous avez soit expérimenté les choses la nuit, mais ça ne donne pas forcément le jour. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Honnêtement, cette affaire de mécanicien, mon histoire avec eux peut faire des livres. Actuellement, un technicien de plomberie est venu prendre l'argent. Cela fait déjà 4 jours. Il dit toujours qu'il arrive. Entre-temps, l'eau continue de couler dans la douche. Vous vous rendez compte? Il a pris l'argent depuis 4 jours. Il dit qu'il arrive. Alors, plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour au plateau, monsieur Parfait ici. Ici, chez nous, on dit que tout le monde a peur des Arabes. Mais les Arabes, eux, ont peur des Camerounais. Non, c'est pas possible. C'est possible parce que après, je vais ajouter quelque chose. L'année passée, il y a eu un sondage qui a été fait par Radio France Internationale et France 24 sur les nationalités les plus dangereuses en France, issues du continent africain. Vous savez qu'il y a eu trois nations qui ont été sur le podium. Il y avait au niveau du hit parade. Oui, il y avait le Nigeria, il y avait les Arabes et le Cameroun était en tête. Voilà. Donc, ce qu'il dit en Allemagne là est vrai. Et il continue en disant, moi j'étais chez un au Cameroun et il m'a maltraité. Une fois sur la route d'Ouala Yaoundé, j'ai eu un problème avec ma boîte de vitesse et j'ai continué à rouler jusqu'à ce que je trouve un mécanicien au bord de la route. Monsieur Parfait ici, ce type a vidé l'huile d'origine de ma boîte de vitesse et l'a remplacée par de l'huile rouge de palme. Et je précise qu'il s'agissait d'une voiture allemande. Bon, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est pas pour le tuer, mais c'est pour le tuer. Vous savez qu'il a quand même fait l'expérience là. Dans la boîte. Attends, je pense que... Non, j'espère qu'il n'est pas en train de blaguer. J'espère qu'il n'est pas en train de blaguer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a pu rouler avec l'huile rouge. Non, il a pas pu rouler.
Il n'a plus roulé. Bonjour l'équipe, je crois bien que cette situation est due au fait que nos techniciens en ces temps-ci ne font plus leur travail par amour. Certains même ne finissent pas leur formation, mais se présentent déjà comme des professionnels. C'est dangereux cette situation. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire, au 225. Un autre message, bonjour à vous sur le plateau et bonne émission. Méfiez-vous aussi des graisseurs, ce sont des malhonnêtes.com. L'autre a bousillé mon moteur, je suis en justice avec lui. Quand moi je m'en vais faire vidanger mon véhicule, moi-même je suis là. Ils enlèvent, bon, quand je vidange, on change également le filtre. Donc, j'ai dit, montre-moi celui que tu as enlevé. Il dit, apporte le neuf. Je vois, moi je suis là, je regarde en bas, je regarde comment il met. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir. Le mécanicien m'a dit de toujours rentrer avec la pièce qu'on change. C'est ça. Il ne faut jamais laisser. Même si ça ne va pas te servir, tu rentres, ça te rassure au moins qu'on a changé. Imagine que vous avez besoin de l'huile d'origine. Alors, le gars, il jongle les gens parce que toi, tu es distrait, tu es au téléphone, tu causes avec les petites. Le gars te met les vrac. Alors que ton véhicule n'a jamais eu le vrac. Mais ça peut te créer autre chose. Voilà, ça crée. Voilà. Vous êtes en direct sur Info TV, vraiment chers mécaniciens et globalement chers techniciens. Nous savons que les temps sont durs, mais faisons un effort de travailler honnêtement parce que c'est de la vie des individus qui en dépend. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Le week-end, il a été, j'espère. Avec vous, comme d'habitude, nous parlons de la santé des individus. Bien évidemment, nous parlons de la santé des individus, mais heureusement que du côté de Chapelan de vie, nous faisons l'effort de... Vous n'êtes pas comme les mauvais mécaniciens. Non, nous faisons l'effort de donner ce qu'il faut aux patients pour la maladie dont il est victime. C'est pourquoi ce matin encore nous parlons du chlamydia avec le produit King Fimic 24, la solution pour ces personnes-là qui sont victimes de chlamydia et qui n'arrivent pas à trouver la satisfaction du fait qu'ils n'ont pas eu un bon naturopathe, bien un bon médecin qui pouvait éradiquer ça. Et des personnes qui ont essayé de soigner et que ça n'a pas été bien soigné et c'est devenu résistant, le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte les solutions à ce problème-là. Et comme on le dit, le produit King Fimic 24, la solution ne traite pas le chlamydia en 24 heures, non. Si vous avez des symptômes, en 24 heures, ces symptômes-là vont
disparaître et le traitement va suivre. Si vous avez des problèmes de démangeaison au niveau de l'appareil génital, les problèmes de fourmillement du corps, les problèmes d'affaiblissement de la vue, à ne pas confondre avec le mal des yeux, vous avez aussi les problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital, les boutons qui apparaissent sur l'appareil génital, le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte la solution à ces différents maux dont vous êtes victime. Les femmes là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, celles-là qui ont des problèmes de crampes bouchées, des myomes et des fibromes et même des kystes ovariens, elles n'auront plus besoin de se faire opérer du fait que on a souvent dit que non, c'est la seule solution. Nous vous disons donc ce matin qu'avec le produit King Fimic 24, la solution, chère dame, n'ayez plus peur, venez du côté du traitement de vie pour avoir une santé que vous méritez. Et le produit King Fimic 24, la solution, il nettoie aussi la ceinture rénale pour ces messieurs-là qui ont les problèmes de troubles érectiles, et pour ces messieurs-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, et même reprise lente, et parfois même la perte du désir. Le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte la solution à ces différents manquements au quotidien. Le Makouma, nous terminons par le produit à succès OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là qu'on ne présente plus, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Donc ce n'est pas une chirurgie qu'il faut faire, ce n'est pas une opération qu'il faut faire, il faut juste boire le médicament et appliquer sur les parties concernées. Alors vous avez le résultat. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. C'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex, que vous ayez 50, 60, 70 ans, 80 ans et que vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance. Vous venez à Plante de Vie prendre le produit selon votre convenance en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Comme je l'ai dit, c'est tout le monde qui peut l'utiliser et chers parents, évitez aussi de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital et aussi faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison. C'est pas très conseillé. Parfois à côté, nous avons aussi notre produit Rhumatox, ce produit-là qui permet aux personnes qui sont victimes d'arthrose, de rhumatisme et de nerfs sciatiques et même de la goutte de pouvoir guérir de ces différentes douleurs au quotidien. Même des personnes là, même des femmes là qui ont eu des accouchements difficiles et depuis lors elles ressentent des douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou bien au niveau du bas du dos, le produit Rhumatox vous apporte la solution. Le Rhumatox c'est pas une pommade, c'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent en disant que non, on veut le baume Rhumatox, on veut la pommade Rhumatox. Non, c'est pas un baume, c'est pas une pommade, c'est un produit qui est buvable. Merci Lamakouma pour toutes ces informations. C'est moi qui te remercie. Nous disons à très prochainement. Merci beaucoup. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? En ouverture, nous vous le disions, ce matin, nous parlons du profil pour être chef de l'État. C'est une interrogation. Y a-t-il un profil pour être chef de l'État? N'importe qui peut-il devenir président de la République? Nous avons souvent écouté certains qui disent, parfait, tu sais, pour devenir chef de l'État, il faut quand même avoir un certain profil, il faut avoir une expérience, il faut avoir un certain âge, il faut avoir un bon niveau académique, il faut être croyant en Dieu, il faut. Madame Ekwan, y a-t-il un profil pour devenir chef d'État? Bon, avant de répondre s'il y a un profil pour devenir chef de l'État, il faut peut-être d'abord comprendre le rôle d'un chef de l'État. Tout à fait. Quel est le rôle d'un chef de l'État? Je pourrais humblement classer le rôle d'un chef de l'État en quatre piliers.
il est le chef de l'État. Ça veut dire qu'il est le garant de la Constitution. Il est celui qui conduit les politiques de l'État. Il est le chef des armées. Donc, tout ce qui regarde la sécurité, son rôle est vraiment d'assurer la sécurité de la population, de son peuple. Donc, c'est pour cela que le chef d'État est le chef des armées pour justement assurer cette sécurité. Il est, on peut dire, le régulateur institutionnel, parce que c'est à lui que revient la responsabilité du respect de la Constitution. Bon, et en dernier lieu, il est celui-là même qui représente son État à l'extérieur. Ça veut dire que il est le diplomate par excellence, parce que c'est lui qui signe tous les traités internationaux. C'est le patron de la diplomatie. Voilà, on peut dire, on peut encore développer cela, mais ces 4 rôles-là. Donc, quand tu veux être chef de l'État, il faut que tu sois capable d'assumer ses rôles. Et dans la capacité, on pourrait mettre 2 choses. La capacité intellectuelle, la capacité physique. Bon, physique ne veut pas dire que je ne me réfère pas à un handicap. Mais il y a des capacités physiques. Tu dois être en bonne santé. D'abord, avant d'être élu, tu dois être en bonne santé. C'est un critère déterminant? C'est l'un des critères quand même qui va faire que tu pourrais remplir un certain nombre de tâches ou de rôles. Vous connaissez certains chefs d'État qui n'ont plus de bonnes capacités physiques? Oui. Ah bon? Oui. Bon. Parfait, ne m'amène pas. Laisse-moi, je suis dans le rôle. Le rôle d'un chef de l'État. Bon, si tu dois représenter quand même ton pays à l'extérieur, tu dois être capable de lire et d'écrire. Au moins. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a quand même des capacités cognitives que tu dois quand même, que tu dois La tête doit encore répondre. Oui, la tête doit répondre. Donc, tout le monde, tout Camerounais, peut être chef de l'État, à condition quand même d'avoir cette capacité d'être un chef de l'État, d'être un chef des armées, de représenter son pays à l'extérieur. Et quand même, il faut avoir une certaine maturité. On ne doit pas élire un jeune de 18 ans pour être chef de l'État. Donc, il faut à la fois... Ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas un jeu parce que la responsabilité est extrêmement lourde. Très bien. Merci à Madame Ekwad qui nous a donné grosso modo quelques critères en s'appuyant d'abord sur l'un des rôles fondamentaux d'un chef de l'État. Je vais passer la parole à Cyril. Cyril, c'est un débat. Dernièrement, lors de la présidentielle 2025 au Cameroun, ce débat était à l'ordre du jour. Certains qui pensaient que pour diriger un pays, il faut quand même avoir quelques outils. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas un cirque, c'est quelque chose de très important. Mais à côté de cela, il y avait également ceux qui soutenaient Mordicus que arrêtez ça, il n'y a pas eu une école où on forme des chefs d'État. Et beaucoup prenaient même l'exemple de Diomaye au Sénégal et beaucoup d'autres exemples au niveau de certains pays africains et même européens. Ce matin, nous parlons de cet aspect des choses. Y a-t-il des profils indiqués pour diriger un pays? Bon, je crois que la question, elle peut se répondre à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan de la Constitution, la loi. Qui définit le profil en termes d'âge, donc je crois 35 ans révolus. Pour le cas du Cameroun. Pour le cas du Cameroun, ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté. Avoir vécu au Cameroun pendant au moins un an, 12 mois consécutifs, et jouir de ses facultés civiques, de ses droits civiques et mentaux. Donc ça, c'est ce que la loi définit. C'est-à-dire que pour la loi, voilà les critères. Il n'y a pas un critère de diplôme, un critère d'expérience professionnelle. Un critère d'âge. D'âge. Non, c'est-à-dire que
C'est quand tu as 70 ans, tu peux... Non, il n'y a pas une limitation. Il y a un âge. Il n'y a pas de critère, il faut être un grand athlète, non, du tout. faire le 100 mètres. Non. N'est-ce Non, pas? il n'y a pas une compétence requise particulière. Ça, c'est pour la loi. Maintenant, pour ce qui est du deuxième volet, c'est le volet qui a trait à, je vais dire, la pratique. Et Madame Ikwane a bien dit beaucoup de choses. Madame Ikwane a dit beaucoup de choses, c'est-à-dire, il faut quand même avoir une certaine expérience de la vie, une certaine expérience de la gestion des choses publiques, la chose publique. C'est vrai, il faut le reconnaître. Et on l'a vu notamment sur les questions des communes. Où, quand le suffrage était arrivé, on a élu des maires et même des députés qui n'avaient pas le niveau. C'est-à-dire qu'on a des maires qui n'ont pas fait d'école, il faut quand même lire un bilan communal, il faut comprendre les textes qui viennent, et c'est beaucoup de textes. Il faut lire même un marché. Et quand on fait un marché de route communale, c'est peut-être 500 pages, 600 pages techniques. Il faut même savoir ficeler un partenariat. Il faut un partenariat. Donc je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, on a bien vu qu'il peut avoir des limites quand le maire n'est pas outillé, au moins sur un minimum de bac. Je crois qu'aujourd'hui, dans les textes, on dit, on essaye dans la pratique de regarder si le maire a au moins le bac. Non, je crois qu'il y a une pratique comme ça. On a dit c'est lire et écrire pour être conseiller municipal. Si on regarde ça, plusieurs seront mis de côté c'est lire et écrire, ils n'ont pas encore mis le bac. Ça va lire et écrire. Voilà. En français ou en anglais. Tout à fait. Maintenant, sur le plan de l'expérience, je crois que simplement votre question peut nous ramener à quelque chose que les Camerounais essaient de gérer pour ne pas dire les choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut avoir des qualités particulières pour le chef de l'État. Or, à l'expérience, la démocratie nous démontre que, sur le principe de la démocratie, que non. On organise une élection, il y a des candidats qui respectent les critères initiaux, et à la suite, celui qui est élu, et il assumera son mandat. Donc il n'y a pas de qualité particulière innée de naissance pour devenir président de la République. Il faut simplement être candidat, respecter les conditions et pouvoir être élu par le suffrage universel. Je dis ça pourquoi? Pour mettre en relief l'histoire au Sénégal. Diomaye Faye et même Sonko qui ont fait un ticket sont des gens qui n'avaient jamais été à une fonction politique importante. Mais aujourd'hui ils ont été élus. Diomaye est président et le Sénégal n'est pas mort. N'est pas mort. Le Sénégal, même s'il y a des bagarres entre les deux leaders, le pays est debout. Pourquoi? Parce que je crois que ce que nous n'avons pas bien compris dans la démocratie, c'est qu'il faut préserver le jeu institutionnel. Et un État ne fonctionne pas sur une personne. Ce que nous vivons en ce moment au Cameroun, c'est que nous sommes tous arc-boutés sur un seul fil. On est suspendu à la position du président de la République. Parce qu'on a l'impression que quand il n'est pas là, les autres institutions, les autres strates de l'État ne fonctionnent pas. Vous voyez, il a fallu qu'il y ait quelques nominations dans l'armée pour qu'on ait l'impression que les choses bougent. Parce que les gens disent qu'il faut des décisions du président de la République. Pourtant, dans d'autres pays, ça s'est passé. L'État fonctionne sur ses institutions. Et ces institutions n'ont pas besoin des individus pour fonctionner. Elles ont besoin simplement que les règles soient claires et que chacun fasse son travail. Or, je ne comprends pas pourquoi on parlerait d'une difficulté si le président, par exemple, serait empêché, il est peut-être malade en ce moment, je ne sais pas, et bref, il est à Genève. Est-ce que ça empêche que le Cameroun soit vive et que le Cameroun fonctionne? Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas à quel niveau elle est vraie, où on le voit sur une rue de Genève avec Madame la Première Dame. Bon, j'ai regardé, mais selon les informations qui me sont revenues, c'est une vieille vidéo et elle n'est pas récente. Donc c'était encore une manipulation d'un camp ou de l'autre pour essayer de passer un message. Mais je crois que globalement, nous devons sortir de cette anxiété. Nous savons que le Cameroun a été dirigé depuis son indépendance par 2 personnes. Et on a ce fétichisme-là de penser qu'il faille être un extraterrestre pour dire non. Je crois qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre s'apprêter à être dirigé par un autre profil, à une autre personne. Et cette personne-là apprendra à nous diriger et on s'en sortira. Merci, Cyril. Fadimatou Minche-Bongonovo, qui est justement une femme politique. Nous parlons de chef d'État. Naturellement, c'est la plus haute fonction dans un pays. À votre avis, est-ce qu'il faut un profil particulier pour être chef d'État? Il faut être doté d'une intelligence inouïe ou alors il faut être
suffisamment expérimenté, avoir déjà roulé la bouche dans l'administration au moins pendant 40 ans, ou alors c'est comme Cyril vient de dire, si vous réunissez les conditions au niveau de la Constitution, au niveau du code électoral, vous gagnez l'élection, vous pouvez diriger le pays, même le Cameroun. Monsieur Parfait, c'est une problématique, elle peut paraître banale, mais c'est très sérieux. C'est tellement sérieux que vous voyez que on essaie de, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, à vouloir tout ramener au Cameroun. Oui, on peut ramener au Cameroun. Vous pouvez parler de l'Éthiopie, hein? On peut ramener au Cameroun parce que nous sommes des Camerounais. Mais ce que je voudrais dire, contrairement à ce que M. Tchamba a dit tout à l'heure concernant les institutions, le séjour du président de la République en Europe a démontré, a suffi que les institutions fonctionnent. Parce que ce que nous avons suivi depuis juin, depuis son départ, on a appelé les gens à descendre dans la rue, on a appelé l'armée à prendre le pouvoir, mais nous avons constaté que les institutions sont restées debout. Parce que certains qui se plaignent aujourd'hui en disant qu'on regarde seulement le chef de l'État, ce sont eux qui ont voulu faire comprendre que le chef de l'État, c'est l'homme à tout faire. Or, il y a des démembrements. Même le maire incarne et assure la continuité de l'État dans sa circonscription. Dans la circonscription locale, il faudrait que les gens comprennent. Le séjour du président vient plutôt rassurer les Camerounais. Autrement, on serait en train de courir dans tous les sens. Peut-être on n'aurait pas eu l'occasion de se retrouver dans ce somptueux studio. Alors, venons aux critères. Il faut le minimum. Il y a l'idéal, il y a le minimum. Au-delà du cadre constitutionnel et légal qui veut qu'on soit âgé de ceci, on ait 35 ans, on jouisse de ses capacités mentales, qu'on ait résidé au pays, ou bien qu'on soit investi par un parti politique, ou bien qu'on ait 300 signatures pour la candidature indépendante. Il est important que les gens aient au moins ce que nous appelons les prérequis. Il faut un prérequis. Le prérequis qui peut t'amener à comprendre les situations. Parce que lorsque vous avez travaillé, monsieur Parfait, je le dis, vous êtes un patron de presse, vous ne pouvez pas avoir des employés et les l'idée si vous n'avez pas le minimum de la connaissance en ce que vous voulez faire. C'est pour cette raison que l'expérience professionnelle, que ce soit en tant que cadre de l'administration, que ce soit en tant que ministre, que ce soit en tant qu'élu, acteur politique, que ce soit en tant que dirigeant d'une entreprise ou bien d'une ONG, vous permet de manager les gens, d'apprendre à comprendre. On ne vous demande pas d'être des professeurs, parce qu'il y a la diplômite ici, tout le monde pense que quand on est professeur, c'est suffisant de faire la politique. La politique a d'autres réalités. Vous avez vu, les professeurs, ils ont mordu la poussière pour certains. La seule chose qu'on a retenue, certains disent que ce sont les papes des incohérences, parce que pour finir, ils n'ont jamais été constants, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la politique. La politique, c'est l'art de gérer les gens. Donc, au-delà de cette connaissance, d'abord, que ce soit sur le plan managérial, que ce soit sur le plan administratif, comment ficeler les dossiers, comment comprendre les affaires internationales, parce que le président, c'est le premier diplomate. Tout à fait. Il est important d'avoir des prérequis. Et si vous voyez là où les maires, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des mairies, moi, j'ai eu un problème avec la décentralisation. Parce que pour être maire, par exemple, il n'y a pas de critères de niveau. On dit savoir lire, écrire une des langues. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des gens qui ne comprennent pas que la mairie, c'est une entreprise. Ils pensent, ils sont assis là-bas, ils pensent que c'est la décentralisation, c'est la décentralisation des postes de corruption. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent créer la richesse au niveau de la mairie. Or, si on avait mis le critère peut-être intellectuel ou bien le critère managérial, ça aurait évité à nos communes d'être plutôt une source de corruption à outrance, monsieur Parfait. Allez dans les mairies. Vous allez vous rendre compte que pendant que la ville patauge, les châteaux de mer montent. Tout à fait.
Et c'est un problème, c'est pas seulement dans les grandes villes. Moi, je parle de Fumot, je parle de chez moi. Pendant que je ne peux pas arriver chez moi, avoir une route où, si votre voiture entre là-bas, il faudrait que vous cherchiez quelque chose pour faire sortir cela. Les immeubles montent, les enfants voyagent, parce qu'on a pensé qu'aller là-bas, lorsqu'on a une certaine idée du développement, vous allez chuter. Vous comprenez que être président, il ne suffit pas d'aller s'asseoir et étudier, il faut avoir l'intégrité morale aussi. Il faut avoir l'intégrité, il faut avoir le patriotisme. Parce qu'il y en a qui sont prêts à brader le Cameroun pour seulement être appelé président. Donc nous pensons qu'être président, ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas la séance de rattrapage de la vie. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Tu penses que c'est quand tu seras président que tu seras... Et malheureusement, dans notre contexte, la politique apparaît comme une séance de rattrapage de la vie pour certains. Ils n'ont pas pu être fonctionnaires, ils n'ont pas pu se caser quelque part dans une entreprise. Ils ont échoué. Ils veulent être maire, ils veulent être députés, ils veulent être président de la République. C'est pas une séance de rattrapage de la vie. De la vie, non, non, non. Oh, Fadimatou. Alors, Bernard Ona, il y a quand même un aspect qui a également été souligné par Fadi, c'est quand même cette affaire de la probité morale. Il y a quand même certains individus qui veulent devenir président de la République alors qu'ils ont été épinglés dans pas mal d'affaires sales, détournement de deniers publics, abus de ceci, abus de cela. Alors, Fadi a encore fait allusion au patriotisme de vous à moi. Lorsque vous avez regardé certains candidats pour le cas du Cameroun, la dernière élection, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y a quand même certains qui peuvent avoir des problèmes de patriotisme? C'est vrai que ce n'est pas vous et moi qui avons un baromètre pour mesurer le patriotisme, mais est-ce que nous ne devons pas quand même faire un effort lorsque vous voulez devenir président de la République, que vous puissiez quand même faire montre d'une certaine exemplarité? La plupart des candidats à l'élection du 12 octobre dernier affichaient un patriotisme plus ou moins acceptable. Il y en avait même qui ont fait plus d'efforts de corriger leur passé par rapport à leur dossier. Mais on a remarqué que c'était bien pour tout le monde. Enfin, ici, j'ai suivi mes prédécesseurs parler. Moi, je vais aller là où personne n'a voulu mettre le doigt. Allez-y. Le destin. Ah oui. Le destin, Aussi, M. Kafa, ici. On est président. Ah bon? On est président de la République. Je vous dis, Diomaye n'est pas devenu président par hasard. Il n'y a rien de hasard dans Il n'y a pas de hasard à ce niveau. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Vous allez voir que, je prends deux cas. Je vais prendre, comment on appelle ça, le cas Ahidjo. Je viens donc, je prends un peu le passé. Le président Ahidjo, lorsqu'il gouvernait, lorsqu'il avait la main mise sur le Cameroun. Il a gouverné pendant 22 ans. Pendant 22 ans, M. Ahidjo était entouré par des gens qu'il maîtrisait. Il maîtrisait tous ces gens-là. Et à un moment donné, lorsqu'il sentait qu'il pouvait passer le témoin, il était libre de prendre qui il voulait comme Premier ministre pour lui succéder. Tout à fait. Le président Ahidjo avait autour de lui M. Aïs Mvora Victor, qui était le plus en vue, M. Bois, M. Samuel Bois, qui était là, M. François Sengako. C'était des personnes véritablement qui étaient autour du président et que le président Ahidjo voyait au quotidien, était convaincu que s'il lui arrivait de passer le témoin, il n'allait pas chercher très loin. Parmi toutes ces personnes qui espéraient, qui rêvaient succéder à M. Ahidjo, Biya était le moins en vue. Parce que dans une interview d'ailleurs à RFI, après la brouille entre le président national du RDPC, le président national de l'UNC et le président de la République, Ahidjo disait dans une interview avec Jean-Karim Fall qu'il prenait Biya comme un fourbe, un poltron, incapable de la moindre décision. C'est qu'il a découvert Biya après. Il n'a vraiment pas compris. Il n'a pas compris Biya. Mati pense que Biya est un code. C'est un code, c'est vrai. Parce que même Ahidjo n'a pas compris Biya. C'est après que Ahidjo comprend Biya. Et c'était trop tard. Et donc du coup, Ahidjo jette son dévolu sur Biya.
Mais Germaine ne voulait pas de ce choix. Bien sûr que Germaine même l'avoue. Germaine ne voulait pas de ce choix. Il a tiré l'attention d'Ayidjo. Il disait à son mari, ton type, si, quand je l'observe, un hypocrite, c'est quelqu'un de très très renfermé, introverti. Mais un habile manœuvrier, un politicien très très sérieux. Et donc avec le temps, nous découvrons Biya aujourd'hui. D'ailleurs, on en parle, les gens font des tonnes avec son séjour à Genève. Mais le président n'est même pas au courant de vous. Il sait que le pays est debout, les choses marchent, les institutions marchent, tout le monde est à sa place et puis il reviendra bientôt. Et donc, ça c'est le côté historique. Enfin, ici, quand vous venez donc au 12 octobre dernier, en tout cas, mais certaines de mes sources m'ont fait comprendre qu'il revient en septembre. Le président, on va mais c'est toujours bientôt. Le président va venir bientôt. Pourquoi? Parce que le président sait qu'il nous a promis un gouvernement dans les prochains jours. Et nous, on est rigoureux là. On veut ce gouvernement. En septembre, c'est ça? Tu dans les prochains jours? Oui, c'est les prochains jours. Nous, on veut ce gouvernement. Et le président sait que lorsque les gens comme le capitaine Effourou parlent déjà là, il peut dire d'autres choses qui peuvent compliquer d'autres choses. On veut qu'ils reviennent vite pour qu'il puisse le sortie du capitaine Effourou. Le capitaine Effourou a beaucoup de choses. Hein. Vous avez l'impression que le capitaine Effourou non, il n'a pas encore déranger à certains niveaux, un certain nombre de choses au niveau du Sénat. J'ai fait dans une confidence, j'ai causé avec un ministre ce week-end qui m'a dit, monsieur Wona, nous, on a peur, c'est maintenant, là, dès qu'on apprend que Effourou veut parler, on ne sait pas de qui il va parler. Parce qu'il a beaucoup de dossiers, et Effourou a beaucoup de dossiers. Il était le chef. Effourou vous a dit que les prochains jours vont être déterminants. Effourou a des choses renversantes pour la République. Ça, je vous assure, hein. Il fait le plateau. Mais certaines personnes parlent comme au quartier. Non. Ils disent que Effourou manque. Il ne comprenait rien. Il ne comprend rien. Vous savez même qui a envoyé Effourou parler? Donc, quelqu'un peut envoyer Effourou parler pour noyer les autres. Donc, tout est là. Donc, c'est la guerre des clans. C'est un film. Ou bien la guerre des gants. Donc, c'est un film, c'est la guerre des gants. Donc, maintenant, deuxième aspect de la chose, parfait, ici, le 12 octobre dernier, le profil d'un président de la République. Je vous dis qu'on est président. Vous voyez les gens qui sont venus s'amuser là le 12 octobre, des gens qui n'ont même pas de risque. Les Tintins qui croyaient qu'on est dans un film de fiction. Bien balle au village. Les gens qui ont des bandanes non payées au ministère des Finances, qui marchent à pied, les chaussures qui sont inclinées. Bon, donc du coup, pour être président de la République, il faut être président de la République. On vous l'avait dit. Alors je vous dis que parmi ceux du 12 là, il y a des gens comme le professeur Maurice Kamto, c'est un bon politicien, c'est un grand professeur. Il ne peut pas être président de la République. Pourquoi? Non, il n'est pas né pour être président de la République. Comment ça? Il est né pour mobiliser, il est né pour enseigner, il est né pour parler. Tu ne peux pas être d'accord avec les choses. Je ne veux pas qu'il soit d'accord. Moi, je suis ici sur le plateau, je donne mon avis. Parce que vous m'avez posé la question, je vous ai dit, je m'adosse sur le cas d'Estin. Je me dis que, en ce qui me concerne, quand je fais une bonne lecture, je me rends compte que M. Kamto n'a pas le destin d'un président de la République. Tu es voyant. Je ne suis pas voyant, je dis que ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de présidents au Cameroun. Depuis l'indépendance, on n'a eu que 2. Et le troisième président, il est là. Le troisième président est là. C'est qui? Il ne fait pas de bruit, il est là, vous le verrez. Et donc, le moment venu, vous allez vous rendre compte qu'on est président. Parce qu'il y a des gens où, j'ai pris le cas du Sénégal avec Diomaye, les gens ont bagarré, les gens ont combattu, les Ouad ont fait d'un demi-siècle d'opposition pour être président finalement à 75 ans, etc. Mais il y a des Diomaye, ils étaient là, ils faisaient ce qu'ils devaient faire, ils ne rêvaient même pas être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et du coup, quelque chose a balisé un chemin et lui s'est retrouvé là à tout hasard parce qu'en réalité... C'est sûr qu'il y a 5 ans, hein, même si tu demandais à Diomaye, est-ce que tu peux être même ministre de la République sénégalaise, il n'était pas sûr d'être ministre de la République sénégalaise. C'était un modeste fonctionnaire qui a pris un couloir politique et qui a donné le ton et ça a donné et puis aujourd'hui se retrouve devant la scène. Merci Bernard. Alain Douk, que pensez-vous de la problématique de ce matin? Parfait, tu sais, dans un contexte tel que le nôtre, je veux bien valider la thèse d'une certaine vocation, d'une destinée pour accomplir certaines fonctions, telles que le dit Bernard. Cependant, dans un contexte où, parce qu'il ne faut pas faire de la manipulation de masse en instrumentalisant certains concepts, dans un contexte où on n'est pas toujours sûr que la voix du peuple est écoutée, et que lorsqu'elle s'exprime, elle sera adoubée, elle sera acceptée. Que vaut encore le concept de la vocation pour une fonction ou la destinée? On peut vous la voler.
Hein? Quand les journaux disent ceci et on prend autre chose, celui qui tacitement avait gagné, est-ce qu'il n'avait pas ce destin tout simplement parce qu'on l'a volé? Autant de questions qu'on pourrait se poser. Ça, c'était pour battre en bref cette histoire du destin, machin, On parlait du Cameroun? Mais c'est applicable tant au Cameroun qu'ailleurs. Celui qui avait tacitement gagné, quoi? Je n'ai pas bien compris la partie. Je pose la problématique des fraudes électorales. Et ça existe chez nous comme ça existe ailleurs. Voilà, c'est tout. Vous voulez même dire non, quoi? pas faire, on fait le sujet. T'as fait de pas bien. Je comprends pas. Tu as bien compris. Bien, maintenant, on a parlé, Fadi et puis mon frère Tchamba, on parlait justement du profil légal. Parce que si vous ne cochez pas là-bas toutes les cases, vous êtes déjà recalé. C'est clair. C'est très important. Donc je vais pas revenir là-dessus. Mais toujours est-il que si vous voyez trop les gens essayer de vous faire comprendre qu'il y a un profil idéal, c'est des petits mégalomanes. Parce que on ne gouverne pas seul. On ne gouverne pas seul. Il faut quand même à la base un ancrage, un minimum de compétences, mais on ne gouverne pas seul. Ça doit s'inscrire en complémentarité. Toutefois, il y a dans ce monde-là et dans ce contexte des profils totalement atypiques qui ont permis de comprendre qu'en réalité, on ne peut pas avoir un profil réel, idéal. Vous savez que Donald Trump, par exemple, était dans le milieu des affaires, du business, mais il est président. Thomas Sankara venait de l'armée. Il y en a plusieurs comme ça qui viennent de l'armée, qui ont fini président et qui se battent autant que faire se peut pour gouverner correctement leur pays. Vous avez Volodymyr Zelensky, carrément comédien. Il est président. Vous avez avant lui Ronald Reagan, qui lui aussi était acteur de cinéma. Il a fini président de 1981 à 1981. Pour le cas des Américains, c'est facile comme comédien ou bien comme n'importe qui. Président de la République. Parce que voilà le style de modèle. Il est très fort à l'écran. Zelensky n'est pas américain. Reagan, c'est aux États-Unis. Et on a toujours, même dans le cadre des États-Unis, des profils atypiques. Vous avez par exemple Jimmy Carter. Hein? Lui, il a été quelque temps... que ça, ce sont des exceptions. Bon, toujours est-il que quand on fait le point, on se rend compte qu'il n'y a pas de profil typique. Quand tu prends Merkel, c'est une physicienne, c'est une académicienne, hein? Chimiste quantique. Hein? Donc c'est un professeur de physique chimie. Toadera, il a été formé, ça, Yaoundé. Et mettons encore point d'orgue, parce que sur le sujet là de l'académie, vous voyez que comme il n'y a pas de profil, les gens pensent que c'est une histoire de diplôme, et je suis d'accord avec Fadi qui a insisté là-dessus tout à l'heure. Non, c'est pas. On a un pays là où il y a beaucoup de professeurs, de faites précéder la formule de parfait, faites précéder de docteur, de. Mais on voit bien dans les faits qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a quoi? Le chaos que je suis en train de voir, c'est ça que tu veux dire quoi? C'est un chaos professoral, doctoral. Hein? C'est pas normal. On voit bien de... était professeur en quoi? Aïe, John était professeur en rien du tout. Il n'avait même pas le bac qu'on veut exiger pour les municipalités. Il avait que le CPE. Donc il faut qu'on soit à un moment donné sérieux. Et il faut interpeller même nos universités là sur l'humilité. Oui. Parce que parfait, il faut qu'on se le dise. Lorsque tu es docteur, lorsque tu es professeur, en fait, le champ de la connaissance ou de l'académie, c'est comme ça, c'est pyramidal. Tu es au-dessus de la pyramide, mais tu es là sur un point. C'est-à-dire que tu t'es spécialisé dans un domaine spécifique du vaste et infini champ de la connaissance. En quoi tu penses que tu n'es rien? Tu as affirmé en allant te pointer là-bas, tout simplement, l'ignorance. Parce qu'il y a non, il faut dire la vérité aux gens. Et c'est pour cela qu'en philosophie, Socrate, au-delà, même à l'époque, de tout ce qu'il savait, pouvait dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Merci. Il faut interpeller tout le monde à l'humilité. Parfait, il faut un minimum de crédibilité. Oui. Tu ne vas pas être président, tu n'es pas crédible. Non. Qui te connaît, ton parcours, tu as fait quoi? On ne te voit pas ce que tu as fait à un niveau moins complexe. Tu penses que c'est venir diriger tout un pays complexe comme le Cameroun. Tu vas t'en sortir. Ça va être au-dessus des tribus. Il faut quand même les minimums de compétences que Fadi a évoqué là. Quand même, tu dois quand même pouvoir lire certains documents et comprendre un document économique. Analyser. Tu dois quand même pouvoir avoir des petites compétences et des connaissances en diplomatie. Tu dois avoir un réseau, etc. Lisons rapidement ces nombreux messages.
Bonjour à toi, Perfecto, le lion indomptable de la communication, le Dieudonné vent de la modération, le professeur des modérateurs. Ça aussi, c'est ta passe sur ça. Parfait, tout le monde ne peut pas avoir le profil. La preuve, une personne qui a déjà un casier judiciaire. Le premier président du Cameroun, je crois, n'avait pas fait de grandes études, mais il a fait un travail mémorable en 25 ans. Je crois que certaines fonctions sont prémonitoires. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas trop de présidents agrégés dans le monde. Par contre, un bon profil peut bénéficier d'une popularité. Exemple, Samuel Eto'o. Actuellement, c'est le seul profil à 100% qui peut gagner une élection présidentielle après le tout-puissant président Paul Biya que nous aimons tous. Comme il pense que George Weah a été président de l'autre côté, un profil aussi atypique. Lui n'a pas dit ça. George Weah, il pense aussi qu'il est dit que, et moi je suis journaliste, je peux le confirmer, Samuel Eto'o, fils, quand il arrive quelque part, il fait l'unanimité. Tu as vu en termes de mobilisation. Non, l'unanimité. Il fait full. On n'est pas sur un gradin, hein, je sais pas. Merci à notre message. Bonjour, bien sûr qu'il y a un profil indiqué. C'est même trop simple pour le cas au Cameroun. Il faut avoir la capacité à promettre la lune à Yaoundé, le soleil à Douala, et les deux à Boya le même jour. Il faut cette vertu rare d'oublier systématiquement ce qu'on a promis hier. Ah oui, une belle ironie. Et continue en disant, mais plus sérieusement, Perfecto, au-delà du profil juridique établi, il faut d'abord un homme ou une femme de dialogue effectif, pas de rhétorique. Quelqu'un qui, avant tout, car c'est le moteur, aime ce pays et ses habitants. Ensuite, il faut un gestionnaire, pas un idéologue. Parce que le Cameroun ne souffre pas d'absence de vision grandiose. Au contraire, nous n'en avons que trop. Il nous manque... Alors, je ne sais pas pourquoi son message veut partir. Hein? Bon, dommage. Pourtant, c'était un bon message. Hein? Mais dommage. C'est ça la vie. C'est le destin, selon certains. Quelqu'un me dit ici, Cabral, c'est le profil idéal. D'accord. Une autre personne me dit, bonjour, belle thématique. Je pense que dans notre contexte, il serait difficile de définir un profil, car c'est le Conseil constitutionnel qui décide de qui sera élu au Cameroun. On a mystifié le poste de président. Il y a plusieurs personnalités potentiellement présidentiables. Mais au plan Babu n'a pas validé, ça ne passe pas. Un autre me dit ici, bonjour, Perfecto. Je vois mon ami Douk qui est très complexé par nous les académiciens. Ouais. Il n'est pas trop vieux pour faire un doctorat. Et on verra s'il ne va pas se vanter avec. C'est docteur étamé. On n'a pas les mêmes repères. Moi, Donc, je savais que tu allais avoir des problèmes. Bonjour, monsieur Aïssi. Je pense que concernant votre thématique, il faudrait demander, y a-t-il un profil indiqué pour devenir chef d'État au Cameroun? Car notre pays a des particularités et des particularismes. C'est un message qui nous vient du plus 33, donc un message qui nous vient de la France. Madame Ekwan, qu'est-ce que vous retenez au sortir de ce débat? Au sortir de ce débat, je voudrais retenir une chose, et je suis d'accord avec Bernard qu'il y a un destin. Parce qu'en toute chose, celui qui nous a créés nous assigne certainement des missions à venir. Madame Ekwan, je ne vous interromps pas. Vous connaissez comment on appelle au village du chef de l'État actuel? Vomoka. Vomoka veut dire quoi en français? La promesse. C'est la promesse. Ce qui a été promis. Tout à fait. Et vous continuez. Donc, voilà. Et donc, vraiment, c'est pour cela que je suis d'accord avec lui. Donc, au-delà du destin, il faut quand même avoir, et là aussi, je suis d'accord, avoir l'amour de son pays. L'amour de son pays veut dire l'amour des habitants de son pays. Donc, l'amour des individus, des communautés. La troisième chose, il faut quand même pouvoir lire et écrire en français ou en anglais parce que notre particularité, c'est d'être un pays bilingue. Et ça, c'est une très grande richesse. Et enfin, quand même, il faut maîtriser le rôle d'un chef de l'État.
Parce que ces rôles-là, ce sont des rôles qui vous permettent justement d'accomplir le destin et d'aimer les personnes et d'accomplir, d'aider les populations à être dans un contexte quand même assez amélioré. Donc il faut beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'amour pour ces populations. Oui, Fadi, en 3 secondes. En 3 secondes, je voudrais dire le chef de l'État, pour le cas du Cameroun, ça peut être le cas ailleurs, c'est un chef d'orchestre qui a eu la bénédiction du grand Babu. Donc il faut avoir le doigté d'appuyer les bonnes commandes et que Dieu vous ait permis d'avoir cette bénédiction d'être président. Parce qu'on se lève, on aura beau être professeur, on aura beau être agrégé, on aura beau faire de beaux discours, on aura beau mobiliser la foule pour descendre dans la rue, tant que le grand Babu n'a pas dit oui. Alain Doujou, que tu devais être galant, que tu devais être galant en acceptant que les femmes puissent clôturer. Tu vas aimer ça. Ailleurs, on a énormément, parmi les gouvernants, des doctorats, des docteurs, des professeurs. Vous n'allez jamais les voir mettre docteur devant le nom professeur. Vous voyez, non, il faut le dire. Parfait, il faut le dire. Il faut que les gens reviennent, soient humbles. Tu comprends? Et docteur État, mais pas de, on va voir si tu ne vas pas se vanter. On comprend donc pourquoi le pays est attardé. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont les doctorats. Merci à vous qui étiez là ce matin. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une seule question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?